Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous nous consacrerez la prochaine heure à l'analyse de l'actualité politique haïtienne, mais aussi à l'analyse, et c'est ainsi qu'il faut commencer aujourd'hui, à l'analyse de l'actualité, bon Dieu, culturelle, à l'analyse de l'actualité, j'allais dire patrimoniale haïtienne. Que s'est-il passé? Vous avez sûrement entendu la nouvelle. Eh bien, cette semaine, on a, il faut lâcher le mot, vandalisé notre citadelle, la citadelle La Ferrière, la citadelle d'Henri Christophe. Je parle bien de vandaliser car on est entré à la citadelle et 2 pièces de canon, imaginez 2 chefs-d'œuvre, 2 pièces patrimoniales, c'est-à-dire 2 objets d'art qui appartiennent au patrimoine non seulement haïtien, mais au patrimoine universel de l'humanité, puisque la citadelle a été reconnue comme faisant partie du patrimoine mondial par l'UNESCO. Eh bien, coup de théâtre, 2 pièces de canon ont disparu de la citadelle La Ferrière. C'est attristant, c'est indignant. Le pire, c'est que il y a une unité de la police, le BESAP, qui est chargée de surveiller et de protéger ces aires-là. C'est-à-dire tout ce qui relève du patrimoine national, tout ce qui relève du patrimoine collectif, devrait être sous la surveillance de cette unité spécialisée qu'on appelle le BESAP. Bon. Non seulement avons-nous appris qu'il n'y avait pas d'agents de BESAP sur les lieux, mais même ceux qui, en général, sont responsables de surveiller les lieux étaient comme par hasard absents. Et depuis ce jour, donc environ une semaine maintenant, aucune arrestation n'a été effectuée, aucune enquête n'a été lancée. C'est comme si c'est normal que ces pièces
d'art, c'est normal que ces artefacts, c'est normal que ces objets qui appartiennent au patrimoine national, ces objets qui appartiennent à la collectivité, c'est comme si c'est normal qu'ils disparaissent ainsi sans que personne ne rende compte. Et ça, c'est à l'image même du manque de sérieux en matière de gouvernance, du manque de sérieux en matière de gestion de ce pays. Personne ne prend au sérieux quoi que ce soit. Lorsque vous pensez aux circonstances difficiles dans lesquelles cette citadelle a été construite, lorsque vous repensez mentalement, n'est-ce pas, aux conditions dans lesquelles l'empereur, le premier homme d'État haïtien, Jean-Jacques Dessalines, avait intimé l'ordre à Henri-Christophe de construire cette citadelle parce qu'on appréhendait le retour de la France. Et l'empereur intimait l'ordre à ses différents généraux de construire des forts, de construire des forteresses partout à travers le pays, de telle sorte que ce pays-là soit protégé contre une invasion éventuelle de la France. Imaginez le travail qu'on y a mis, imaginez le génie qu'on y a mis, imaginez, n'est-ce pas, le sérieux avec lequel nos ancêtres ont conçu et ont construit effectivement cette citadelle. Oh, voilà que 200 ans plus tard, nous en sommes à ce point devenus amnésiques. Nous en sommes à ce point devenus négligents qu'on peut se permettre d'entrer dans la citadelle, d'y voler des pièces de canon sans que personne ne rende compte. Vous savez, mon sang de Christophien n'a fait qu'un tour lorsque, il y a peut-être une vingtaine d'années maintenant, j'ai croisé un voisin canadien qui m'a raconté avec une telle fierté comment au Mupana, écoutez bien, au Mupana, il a acheté contre de l'argent une épée qui est censée avoir appartenu à Christophe Colomb. Et il était fier de ce que dans ce pays-là, on peut tout acheter, y compris des pièces patrimoniales comme cette épée. Or, plutôt que de nous améliorer dans la gestion de notre patrimoine, plutôt que de nous améliorer dans la gestion de ces hauts lieux de mémoire, on dirait que plus les années passent, plus nous sommes négligents. Et quand Dieu dit nous, c'est d'abord les responsables. Il me semble qu'il y a un ministère qui est censé gérer le patrimoine de la nation. J'imagine que cela relève à la fois du ministère de la Culture. J'imagine que, en tout cas, cela relève de l'ISPAN, qui est une entité étatique qui doit, si vous voulez, gérer et protéger, n'est-ce pas, tout ce qui relève du patrimoine de la nation. Voilà que ces deux pièces de canon disparaissent comme ça, sans que personne ne les ait vues sortir. Ces deux pièces de canon disparaissent comme ça, surtout sans que personne ne rende compte. Vous me direz, vous savez, dans les meilleurs pays du monde, on arrive à voler des œuvres d'art, je veux bien. C'est précisément parce qu'il y a des voleurs partout que l'État doit être vigilant. C'est précisément parce qu'il y a des vandales partout que l'État doit s'assurer que de tels gestes ne restent pas impunis. Ne soyez pas étonnés qu'un jour, vous promenant dans la République voisine, vous tombiez dans un musée sur ces deux pièces de canon qui ont appartenu à la citadelle La Ferrière. Ne soyez pas étonnés qu'un beau jour, vous promenant dans un pays des Antilles, eh bien, vous tombiez sur ces mêmes pièces d'art qui auraient voyagé depuis Haïti jusqu'à ce pays-là sans que personne ne rende compte. Vous savez, qu'il y ait des voleurs, qu'il y ait des vandales, qu'il y ait des gens cupides partout, on ne peut rien changer à cela. Ce qui fait mal, c'est lorsque ces gestes-là, ces crimes-là restent impunis.
on ne peut parler d'État ici, on ne peut parler de nation que lorsqu'on a le sens du bien collectif. Vous savez, si l'école avait fait son œuvre, si le ministère de l'Éducation avait fait son travail, au fait, on n'aurait peut-être même pas besoin de BESAP pour assurer la surveillance de ces œuvres-là. Eh bien, ce serait aux scouts, ce serait aux élèves du primaire, ce serait aux élèves du secondaire, n'est-ce pas, de monter la garde autour d'un si beau patrimoine, sans qu'on ne craigne que tel jeune ou telle autre personne puisse vandaliser ces œuvres-là, parce qu'on aurait alors la conscience collective de bien collectif. J'ai un vieil ami qui me raconte avec colère comment une fois, il est allé voir un ami à New York et cet ami lui a montré avec fierté telle pièce qui a appartenu à l'empereur Soulouk lui-même. Imaginez des insignes de l'Empire, n'est-ce pas, de Soulouk. Eh bien, ce monsieur-là, voleur comme lui seul, a su trouver les moyens de s'accaparer de ce qui nous appartient à nous tous, au point de montrer ce qu'on pourrait appeler en histoire ses régalia, au point de montrer ces insignes, n'est-ce pas, du règne de Soulouk, de les sortir de sa boîte de collection comme si c'est quelque chose qui lui appartenait en propre. Ce manque de conscience de bien collectif traverse ce peuple-là d'un bout à l'autre. Hein? S'il y avait cette conscience collective des biens collectifs, comment une petite poignée de politiciens pourrait-elle se permettre de détourner 4 ou 5 milliards de dollars dans ce qu'on appelle les fonds pétro-caribés? S'il y avait cette conscience du bien collectif, comment un ministre qui entre pauvre dans un ministère, un député qui entre pauvre, n'est-ce pas, au Parlement, deviendrait-il soudainement riche après 3 ou 4 mois passés au sein d'un ministère, 3 ou 4 mois passés au sein du Parlement? C'est justement parce qu'on n'a pas cette conscience collective des biens collectifs. C'est bien de cultiver cette conscience collective des biens collectifs. Mais c'est encore mieux quand l'État se dit, écoutez, on va continuer à enseigner le sens du bien commun, on va continuer à enseigner le respect pour le patrimoine, on va continuer à enseigner, n'est-ce pas, le respect pour les hauts lieux de mémoire, mais puisque l'humain est souvent tenté par le mal, eh bien, on va s'assurer que ces crimes-là, on va s'assurer que ces méfaits-là, on va s'assurer que ces forfaitures-là ne demeurent pas impunis. Or, c'est précisément ce qu'on voit. Or, puisque ces gestes-là, ces délits-là, ces méfaits-là sont impunis, eh bien, on envoie le message aux criminels qu'ils peuvent continuer à voler, qu'ils peuvent continuer à détourner des fonds, car il n'y aura pas de punition. Et si on assassine un président, il n'y a pas de punition. Un juge d'instruction a publié une ordonnance il y a à peine quelques mois. Des gens qui se retrouvent au pouvoir aujourd'hui sont indexés dans cette ordonnance. Et pourtant, comme si de rien n'était, ils continuent à vaquer à leurs occupations sans être inquiétés. Des gens étaient incarcérés pour des crimes, parfois des crimes de sang. Des bandits ont cassé ces portes de prison et ils se retrouvent, n'est-ce pas, ces criminels dans la rue et ils ne sont même pas inquiétés. Par où sont passés ceux qui faisaient de la prison dans le cadre du crime odieux perpétré contre le président Jovenel Moïse? Où est où est Dimitri Hérard? Où est Joseph Badio? Où sont les autres, n'est-ce pas, qui ont été incarcérés pour toutes sortes de crimes?
on détourne les regards de ces crimes-là, on les laisse se promener comme si de rien n'était, et tout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le partage du gâteau. Le partage du gâteau ministériel, le partage du gâteau des directions générales, le partage du gâteau du pouvoir politique, le partage du gâteau du pouvoir exécutif. Est-ce ainsi que l'on construit un pays? Sans conscience des biens collectifs? Est-ce ainsi que l'on construit un pays sans s'assurer que des crimes ne restent pas impunis? Un pays, ce n'est pas seulement un bout de terre. Un pays, c'est la gestion de ce territoire. Un pays, ce n'est pas seulement une belle histoire. Un pays, c'est la gestion de ce patrimoine historique. Un pays, ce ne sont pas seulement des lieux. Un pays, c'est la protection de ces hauts lieux d'histoire. Imaginez. Imaginez les sacrifices que nos ancêtres ont consentis pour construire la citadelle. Imaginez les sacrifices qu'ils ont consentis pour doter la citadelle d'armes de guerre prêtes à défendre ce territoire contre l'invasion éventuelle des Français. Or, aujourd'hui, nous sommes en train de dilapider, nous sommes en train de voler et de vendre, n'est-ce pas, pour quelques miettes, ces pièces de canon que nos ancêtres ont construite pour la protection de la population, pour la protection de notre peuple. Et pourtant, nous avons des ministres, nous avons un premier ministre intérimaire, me direz-vous. En tout cas, nous sommes censés avoir un gouvernement. Ce gouvernement ne lève même pas le petit doigt pour lancer une enquête dans cette affaire, arrêter ceux qui doivent être arrêtés, juger ceux qui doivent être jugés, et exiger la restitution de ces biens-là, où qu'ils se trouvent. Ne soyez pas étonnés que ces pièces de canon se trouvent dans la cour de quelques hommes ou femmes puissants de ce pays. Ne soyez même pas étonnés que ces pièces de canon aient déjà traversé la frontière vers la République dominicaine, parce que si aujourd'hui vous voyagez, exemple, vous voyagez en bateau, vous êtes en croisière, eh bien, on vous fait croire que l'Abadie est un territoire dominicain. C'est très insultant. On n'ose pas dire que l'Abadie fait partie du territoire haïtien. On vous laisse croire que c'est un territoire dominicain. Alors imaginez l'État voisin. Je ne suis pas en train de dire que les pièces de canon se retrouvent effectivement en République dominicaine, ce qui ne serait pas étonnant, mais imaginez la fanfaronnade de l'État dominicain qui dirait, écoutez, ces pièces de canon-là ont appartenu à la citadelle. Non. Il faut qu'on construise un pays sérieusement. Et pour construire ce pays sérieusement, il faut commencer par prendre au sérieux notre patrimoine historique. Il faut commencer par prendre au sérieux nos hauts lieux de mémoire. Il faut commencer par enseigner la conscience collective des biens collectifs. Les gens font de la prison dans un pays comme la France. Les gens font de la prison dans un pays comme les États-Unis quand on ose s'en prendre à des œuvres patrimoniales. Or là, il s'agit de la citadelle. On y entre, 2 pièces de canon disparaissent, ça fait l'actualité pendant 1 jour ou 2, aucune enquête, aucune arrestation. Quand est-ce que nous allons être sérieux ? Si nous ne savons pas gérer notre patrimoine, si nous ne savons pas gérer nos hauts lieux de mémoire, saurons-nous gérer un pays? Ou sommes-nous seulement intéressés par le partage du gâteau? C'est même le titre d'ailleurs de l'émission de ce matin, Haïti, la formation du gouvernement ou le partage coutumier du gâteau. Et oui, nous allons nous intéresser aux intrigues, aux tractations entourant la formation du gouvernement dans ce pays. C'est tellement honteux, c'est tellement gênant. Les mauvaises habitudes ont la vie dure dans ce pays. Et nous sommes encore étonnés que nous soyons là. Alors vous connaissez le rituel, à ce stade-ci, je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. Oui, ce matin encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens après, c'est convenu. À tout à l'heure.
Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Alors, on l'a vu la semaine dernière, le choix unanime du conseil présidentiel de Gary Coney, par rapport auquel je nourris des réserves, Gary Coney, par rapport auquel je vous invite à rester vigilant, voire méfiant, en raison de son histoire. L'homme était le chef de cabinet, le chef de bureau de Bill Clinton. Et quand on est le chef de cabinet de Bill Clinton, quand on est le chef de bureau de Bill Clinton, on est à la fois un yes man, un nègre qui dit oui à toutes les demandes, mais quand on a été chef de cabinet, chef de bureau de Bill Clinton et qu'on est resté son ami, c'est qu'on a des choses à cacher. On a vu des choses sur lesquelles on a fermé les yeux. On a entendu des choses sur lesquelles on a fermé l'oreille. Bref, on a pratiqué l'aveuglement volontaire quand on sait que dans cette affaire de CIRH, la commission intérimaire pour la reconstruction d'Haïti, gérée par 2 voleurs, 2 kleptomanes, Clinton pour l'international et Jean-Max Bellerive pour le côté national, et je vous l'ai dit, Gary Coney était le chef de bureau de Clinton. Or voilà que Gary Coney revient et il est plébiscité à l'unanimité. Il est voté, son choix est retenu unanimement, ce qui est un événement unique dans l'histoire politique du pays. Il est retenu unanimement par le conseil présidentiel, je vous l'ai dit, c'est suspect. C'est cousu de fil blanc, ça sent le moisi et nous devons être vigilants. Bon, il est là, comme cet éléphant dans la pièce, il est le Premier ministre et donc il faut qu'il procède désormais en concertation, suivez mon regard avec le conseil présidentiel, au choix des membres du gouvernement. Attendons, n'est-ce pas, au choix du cabinet ministériel. Bon. Je vais vous dire comment l'administration publique, quand on étudie l'administration publique, quand on étudie le public management, n'est-ce pas, comme science, on nous dit, mais voici comment les choses devraient être faites. Et voici, de fait, comment on choisit des ministres dans des pays où la compétence l'emporte sur la militance. Je vais prendre le temps de vous décrire comment cela se fait, exemple, dans un pays comme le Canada, avant de nous plonger dans ces pratiques immondes de composition ou de formation de cabinets en Haïti, qu'on appelle, à juste titre d'ailleurs, le partage du gâteau. Vous savez, quand on étudie en administration publique, comme c'est mon cas, vous réalisez que former un gouvernement, monter un cabinet ministériel, c'est à la fois une tâche technique que je vais prendre le temps de vous expliquer, et un art délicat. Hein. C'est à la fois une science et un art. Il y a un côté scientifique là-dedans, car on va analyser les CV, on va analyser les compétences. Ça, c'est l'aspect très technique, mais c'est aussi un art, car
il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu, il y a d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte, comme la question de la représentativité régionale, comme la question de la représentativité sectorielle, comme la question de la représentativité du genre. Aujourd'hui, on va parler d'égalité homme-femme, etc. Donc, monter un gouvernement, c'est à la fois un travail technique et un art. Alors, voyons comment les choses auraient dû être faites si on était sérieux dans ce pays. Quand un premier ministre, dans le cas du Canada, ou bien un président, dans le cas des républiques, n'est-ce pas, doit constituer son cabinet, d'abord, il considère les ministères à pourvoir. Dans le cas d'Haïti, la Constitution recommande un certain nombre de ministères, n'est-ce pas? Même si là encore, ce n'est pas incontournable. Donc, dans le cas d'Haïti, exemple, vous dites, vous avez 18 ministères à pourvoir. Attention, quand on dit qu'on a 18 ministères à pourvoir, ça ne veut pas dire qu'on doive avoir nécessairement 18 ministres. Non. Un ministre peut avoir plusieurs portefeuilles ministériels, exemple. Et dans ce sens-là, s'il faut en croire les nouvelles, s'il faut en croire, n'est-ce pas, les quelques informations qui sont sorties des tractations, n'est-ce pas, entretenues à la fois par Gary Coney et les membres du Conseil présidentiel, il me semble que ce dernier voulait un cabinet avec quoi, 8 ou 11 ministères. Ce ne serait pas sorcier. Ça ne veut pas dire qu'il faille nécessairement éliminer certains ministères. Enfin, on avait entendu dire qu'il voulait tout simplement annuler le ministère de la Culture. Heureusement que cette rumeur ne s'est pas avérée. Donc, on a rapidement découvert que c'était un pétard mouillé. Ce, apparemment, que Gary Coney voulait faire, c'était tout simplement de regrouper un certain nombre de ministères, n'est-ce pas, sous la direction d'un seul et même ministre, ce qui est intelligent. C'est bien, exemple, de regrouper le ministère de la Culture et de la Communication avec le ministère des Cultes. J'ai jamais compris pourquoi le ministère des Cultes relève des Affaires étrangères. Je vois vraiment pas la logique qui soutient, n'est-ce pas, si vous voulez, la fusion du ministère des Cultes qui gère les permis que l'on octroie, n'est-ce pas, aux pasteurs protestants pour avoir des églises, exemple, avec le ministère des Affaires étrangères. Il n'y a aucun lien logique. Donc, que le Premier ministre veuille regrouper certains ministères, n'est-ce pas, pour confier 2, 3, 4 portefeuilles à un même ministre, c'est bon, ça s'appelle, n'est-ce pas, la gestion optimale, n'est-ce pas, des ministères. Ce n'est pas vrai qu'on a besoin de 18 ministres, mais on peut garder 18 ministères et regrouper ceux qui entretiennent, si vous voulez, des liens logiques et les confier à un seul et même ministre. Donc, la première chose qu'on devrait faire, c'est de regarder le nombre des ministères. Bon, on regarde le nombre des ministères et on dit, écoutez, dans un pays qui dépend à 60%, enfin, dont le budget dépend à 60% des dons étrangers, est-ce que c'est optimal? Est-ce que c'est sage, on va le dire ainsi? Est-ce faire montre d'une gestion saine que d'avoir 18 ministres? En ceci, Gary Coney semble avoir eu le bon réflexe. On n'a pas besoin de 18 ministres. Soyons sérieux. 18 ministres qui, déjà, on a un conseil présidentiel de 9 membres qui, chacun a son propre cortège présidentiel, qui chacun aura droit à un budget national, qui chacun aura droit à un bureau. Déjà qu'on a un conseil présidentiel de 9 membres, s'il faut maintenir un gouvernement avec 18 ministres, franchement, il y a lieu de se poser la question, est-ce que ces gens-là savent dans quel pays ils vivent? J'ai déjà eu un ami qui travaillait dans les hauts lieux du ministère des Affaires étrangères du Canada. Et une fois, le Canada était le pays hôte du G7. Bon. Et par courtoisie, le Premier ministre Trudeau avait choisi d'inviter le
le président Jovenel Moïse qui venait d'être élu. Question de, puis étant donné qu'il y a une forte communauté haïtienne au Canada, question de l'inviter à partager avec les chefs d'État et de gouvernement des 7 pays économiquement les plus avancés, n'est-ce pas, les besoins d'Haïti. Imaginez, les États-Unis étaient présents, la France était présente, l'Italie était présente, etc. Et mon ami me dit, parce qu'il faisait partie du protocole, mon ami canadien, il me dit, écoutez, des 7 pays qui sont les pays les plus économiquement avancés, eh bien, chaque pays arrivait avec une délégation, ma foi, une délégation modeste, une délégation sobre. Et imaginez Haïti, qui est un pays de réputation pauvre, un pays dont le budget dépend à 60% des dons internationaux. Haïti est arrivé avec la plus grande délégation à cette rencontre du G7. Au point que, les amis, le gouvernement Trudeau a dû tout simplement faire comprendre au président Jovenel Moïse qu'on ne pourra pas assurer la sécurité d'autant d'Haïtiens, qu'on ne pourra pas leur donner, n'est-ce pas, à chacun une chambre d'hôtel, etc. Imaginez que lorsque les gens sont arrivés au Canada, le président Jovenel Moïse a dû, parce que le premier ministre Trudeau lui a forcé la main, il a dû se départir d'une partie de sa délégation. Celui-ci est allé coucher chez sa mère, l'autre est allé coucher chez sa maîtresse, un autre est allé coucher chez son ancien voisin. Et quand on comprend pourquoi la délégation était aussi pléthorique, c'est parce que quand on est directeur général, quand on est ministre et qu'on voyage avec le président, on a un per diem. En plus, on a le luxe de coucher dans un hôtel 5 étoiles. Donc, vous comprenez que on n'est pas dans un registre de gestion saine quand dans un pays réputé pauvre, en tout cas un pays dont le budget dépend à 60% des dons étrangers, ce n'est pas normal d'avoir un gouvernement avec 18 ministres. On peut avoir un gouvernement, si vous voulez, avec 22 ministères. Hein? Mais on n'est pas obligé d'avoir 22 ministres, on n'est pas obligé d'avoir 18 ministres. On peut regrouper, on peut recouper, selon une logique, n'est-ce pas, certains ministères et les confier, une fois qu'on les a regroupés, au même ministre. Même au Canada, par exemple, vous pouvez avoir un ministre qui a 3 portefeuilles. Au Québec, donc dans l'État québécois, il peut arriver qu'on confie à la même ministre 3 portefeuilles. Ça ne veut pas dire qu'il gagne plus que les autres, mais ça veut dire tout simplement qu'en fonction de ses compétences, on lui confie plus de responsabilités. En sorte que la première considération à faire, quand on doit faire le casting d'un gouvernement, c'est de considérer les ministères à pourvoir. Une fois qu'on fait ça, maintenant la question à se poser, c'est une question technique qui, dans ma représentation de député, a les compétences pour être à la tête de tel ministère. Bon, en Haïti, ce n'est pas nécessairement ainsi que les choses fonctionnent, surtout dans le contexte de transition. Le Premier ministre n'est pas issu d'un parti, si vous voulez, majoritaire, n'est-ce pas, qui peut s'imposer au Parlement. Le Premier ministre n'est pas issu, si vous voulez, d'une élection. Il s'agit ici de compromis politiques, mais toujours est-il que et le CP, le Conseil présidentiel, et le Premier ministre, dans un premier temps, devraient considérer l'aspect technique de la chose, étant donné qu'on a un ministère de l'Environnement à pourvoir, on a un ministère des Finances à pourvoir, on a un ministère de l'Agriculture à pourvoir, on a un ministère des Affaires étrangères à pourvoir. Quels sont ceux au pays, ou celles au pays ou à l'extérieur du pays, qui ont les compétences pour se retrouver à la tête de tel ou tel ministère? Ça, c'est l'aspect technique de la chose. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le Monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le Monde en français et en créole
sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est un podcast. L'aspect technique, ce n'est pas seulement le CV. Quand on va éplucher les candidatures, ici encore une fois, au Canada, exemple, on va dire, OK, les ministres doivent être issus des députés qui ont été élus par la population. Donc, le travail qui consiste à éplucher les CV, à éplucher, si vous voulez, les profils, il est plus facile puisque tu as un nombre X de députés et tu regardes les CV, tu regardes, n'est-ce pas, les profils de chaque député qui vient d'être élu et tu dis, est-ce que celui-ci ou est-ce que celui-là a les compétences techniques pour se retrouver à la tête de tel ministère. Et toujours dans l'aspect technique, il y a la question de l'expérience. On ne veut pas se retrouver avec un gouvernement qui est constitué uniquement de novices. On a besoin d'expérience aussi dans un gouvernement. Mais vous me direz, c'est aussi pour ça qu'on a la fonction publique, parce que les politiciens, si vous voulez, sont des gestionnaires qui vont passer, qui ne durent qu'un temps, tandis que les fonctionnaires, eux, ils ont l'expérience, ils sont là depuis un certain nombre d'années. Mais c'est vrai. Cependant, quand on veut avoir un gouvernement qui est prêt dès le jour zéro, eh bien, vous voulez pas seulement avoir des gens qui ont d'excellentes études, des gens qui ont, si vous voulez, décroché de grands diplômes, tu veux aussi avoir des gens qui ont de l'expérience. Et c'était ça aussi le travail du Conseil présidentiel, puisque selon l'accord, on allait proposer 3 noms pour chaque ministère et le Conseil présidentiel choisirait des 3 noms proposés, n'est-ce pas, des 3 noms proposés, un nom qui serait effectivement devenu ministre. Bon. Vous me direz, mais d'où viendraient ces noms? Eh bien, l'accord le prévoit. La société civile, la diaspora, chaque partie prenante du Conseil présidentiel ferait parvenir une liste courte de 3 noms au sein desquels noms le Conseil choisirait, mais déjà on se rend compte que ce n'est pas comme ça que les choses se sont déroulées au cours de ces derniers jours. Mais restons-en toujours dans comment les choses devraient se faire. Donc, une fois qu'on a fait les considérations techniques, il y a d'autres considérations que l'on doit faire. J'ai parlé de la question de la représentativité. Un ministre, ou bien un premier ministre, ou un président qui doit constituer un gouvernement, il veut s'assurer que toutes les régions du pays sont représentées. Il veut s'assurer que les départements sont représentés. Au Canada, par exemple, on va s'assurer vraiment qu'au sein du gouvernement fédéral ou bien au sein du gouvernement provincial, toutes les régions sont représentées dans le cabinet. Pourquoi? Parce que on ne veut pas que telle partie de la population dise, écoutez, moi, je n'ai personne dans ce gouvernement qui va défendre mes doléances, qui va défendre, n'est-ce pas, mes dossiers à moi, qui va défendre mes desiderata. Donc, quand on est en train de faire le casting d'un gouvernement, la question de la représentativité régionale compte. Est-ce qu'on a, exemple, dans ce gouvernement que le CP et CONI sont en train de concocter, est-ce qu'on va retrouver des gens qui viennent de partout à travers le pays? Est-ce qu'on va retrouver des gens de la diaspora? Ça aussi fait partie de la question de la représentativité. Pendant trop longtemps, n'est-ce pas, on a confié à la diaspora ce ministère qui n'en est pas un, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. C'est souvent un ministère sans bureau, c'est souvent un ministère sans budget, c'est souvent un ministère, si vous voulez, sans fonctionnaire, au point que lorsqu'on l'a offert à Daniel Supplice, vous vous souvenez, on l'avait offert à Daniel Supplice
sous Michel Martelly, eh bien Daniel Supplice a considéré cette nomination comme une, si vous voulez, une démotion. C'est comme si il a, n'est-ce pas, il a reculé dans ses attentes, lui qui était pressenti comme un Premier ministre. Le voilà à qui on a confié un ministère qui est au fait une coquille vide, selon ses propres mots, le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger. Donc il y a la question de la représentativité. Est-ce que toutes les régions sont représentées? Et quand on parle de représentativité, on parle aussi de représentativité sectorielle. Exemple, si on veut nommer un ministre au ministère de la Culture dans des pays sérieux, eh bien on va consulter les gens de la culture, on va consulter les artistes, on va consulter les musiciens, on va les sonder pour voir si on nomme un tel ou une telle à la tête, n'est-ce pas, du ministère de la Culture, est-ce que vous pensez que c'est un bon choix? Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est appelé à travailler comme ministre de la Culture doit avoir des atomes crochus avec les artisans de la culture, avec les artistes, avec les musiciens. Il en est de même, par exemple, on n'oserait pas nommer un ministre des Finances sans consulter le secteur des affaires. On veut s'assurer que le monde des affaires, n'est-ce pas, se retrouve dans ce ministre-là. Est-ce que c'est quelqu'un qui a été... est-ce que c'est un homme d'affaires? Est-ce que c'est une femme d'affaires? Est-ce que c'est quelqu'un qui saura parler le même langage que nous? Donc, la question de la représentativité sectorielle va jusque-là. Au Canada, on n'oserait pas nommer quelqu'un ministre de l'Environnement sans s'assurer que les militants écologiques aient une bonne communication avec ce ministre-là. Sinon, ce ministre-là, faites-moi confiance, n'aura pas long feu à la tête de ce ministère. Donc, c'est toute la question de la représentativité. C'est pour ça que je vous dis, faire le casting d'un gouvernement, monter un gouvernement, oui, c'est à la fois un travail technique, on épluche les CV, on regarde les compétences, on considère l'expérience, mais c'est aussi un art, car on s'assure que le gouvernement représente vraiment la population. On s'assure que toutes les régions soient représentées dans ce gouvernement. On s'assure que les secteurs sensibles, les secteurs névralgiques de la nation sont représentés et aient leur mot à dire dans ce casting gouvernemental. Et dans la représentativité, on ne peut passer sous silence, nous sommes quand même au XXIe siècle, la question du genre. J'ai déjà reproché au Conseil présidentiel d'être une affaire d'hommes. De 9 membres, nous avons 8 hommes, une femme qui n'a même pas le droit de vote. J'espère en tout cas que cette question de la représentativité féminine sera au cœur du choix des ministres par le Conseil présidentiel et Gary Coney. Bon, vous me direz que c'est rêvé en couleur, mais en tout cas, Gary Coney, dans l'un des discours qu'il a prononcé, dans l'une des entrevues qu'il a données depuis qu'il a été choisi comme Premier ministre, se dit très sensible à la question de la représentativité de la femme. Ce n'est pas normal que 50% de la population ne soit pas représentée au sein d'un gouvernement qui est censé travailler pour toute la population et non pas seulement pour les hommes. J'ai déjà parlé de la représentativité de la diaspora, mais mieux que cela encore, la population haïtienne est une population, n'est-ce pas, d'une extrême jeunesse. Alors que d'avoir un gouvernement qui est formé par des quinquagénaires, que d'avoir un gouvernement qui est formé par des septuagénaires, parfois même par des octogénaires, sinon plus, il y a là ce qu'on appelle un problème de représentativité si les jeunes ne se reconnaissent pas dans les ministres. Et parfois, on commet l'ironie de nommer à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports quelqu'un qui est tout sauf jeune. Donc, vous voyez, il y a cet art délicat dont il faut tenir compte quand on compose un gouvernement. Bien sûr que la question de la militance doit aussi entrer en ligne de compte. On n'est pas fous, nous sommes des humains. À compétence égale, on va choisir quelqu'un qui est du même parti que nous.
À compétence égale, on va choisir quelqu'un qui est de la même chapelle politique que nous. Les Anglais ont une façon très sarcastique de traduire cette réalité. Les Anglo-Saxons disent, en politique, comme au bal, on danse avec celui qui nous a amenés là. Eh bien, si vous êtes parvenu là où vous êtes grâce au soutien de tel homme ou de telle femme, si vous êtes parvenu là où vous êtes grâce au soutien de tel ou tel parti, eh bien, à compétence égale, on comprend que vous choisissiez quelqu'un qui vient du même parti, quelqu'un qui est de la même sensibilité politique, quelqu'un qui vient de la même chapelle politique que vous. Il n'y a pas de problème là-dedans, pourvu que cette personne-là soit compétente pour ce ministère. Donc, on l'a vu. Faire le casting d'un gouvernement, c'est à la fois un travail technique, on épluche les CV, on regarde les compétences, on considère les expériences, on ne veut pas avoir que des novices, mais c'est aussi un art délicat, on tient compte de la question de la représentativité régionale, représentativité géographique donc, représentativité sectorielle, représentativité du genre, représentativité au niveau de l'âge, et une fois qu'on a tout cela, eh bien, il est permis de dire, à compétence égale, eh bien, est-ce que je peux danser avec la personne qui m'a amené au bal? Eh bien, si la compétence est présente, ce n'est pas un crime d'opter aussi, quand on a la compétence, pour la militance. Or, en Haïti, ce n'est pas cela qu'on a. On a déjà vu par le passé des présidents choisir ses ministres, non pas sur la base de la militance, non pas en étant mus par la question du partage du gâteau. On a déjà vu, n'est-ce pas, dans l'histoire de ce pays, hein, pas seulement tout récemment avec Leslie Maniga, on l'a vu sous Soulouk, exemple, on l'a vu pour d'autres présidents encore sous-estimés, on l'a vu, n'est-ce pas, si on remonte encore très loin sous Christophe, exemple, on a déjà vu dans l'histoire de notre pays des chefs d'État et de gouvernement s'intéresser exclusivement par la question de la compétence et de la réputation. Car la réputation est aussi importante. On peut être compétent sans jouir d'une bonne réputation. On peut être un excellent économiste, mais souffrir d'un déficit de réputation, ce que on a déjà détourné des fonds, on a déjà volé pour les autres, on a déjà été complice de crimes, n'est-ce pas, de crimes économiques. Non, il ne faut pas seulement être compétent, il faut aussi jouir d'une bonne réputation, car un déficit de réputation peut nous nuire et, si vous voulez, handicaper déjà le gouvernement qui est à former. Donc, dans l'histoire du pays, on a déjà vu des chefs d'État, des chefs de gouvernement monter un cabinet avec des gens très compétents. Mais il ne faut pas seulement avoir des gens compétents, je l'ai dit, il faut avoir des gens intègres. Sous Duvalier, exemple, on a eu des gens compétents, mais des gens dont la moralité laissait à désirer, en sorte que, précisément parce qu'ils étaient compétents, je dis bien précisément parce qu'ils étaient compétents, ils étaient en mesure de détourner des fonds en utilisant toutes sortes de subtilités techniques ou d'artifices techniques parce que, justement, ils savaient voler mieux que les autres à cause de leurs compétences. Donc oui, il faut de la compétence, mais il faut aussi de l'intégrité. Malheureusement, les vieux réflexes ont la vie dure dans ce pays. Malheureusement, les mauvaises habitudes ont la vie dure dans ce pays. Vous devez vous imaginer que dans la formation de ce gouvernement, j'étais très à l'écoute, j'étais très, n'est-ce pas, imbu, où je cherchais à savoir ce qui se passait dans la cuisine de ces tractations pour essayer de comprendre comment les choses se déroulaient. Bon. Le Premier ministre est arrivé tout puissant au sein du Conseil présidentiel. Vous notez que le Conseil présidentiel l'a nommé, et normalement, le Premier ministre devrait se considérer comme une créature du Conseil présidentiel. Non. Ceux qui ont assisté aux tractations, ceux qui ont assisté aux négociations,
se sont rapidement rendus compte que ce Premier ministre-là n'est pas la créature du Conseil présidentiel, tout comme je l'avais dit. Il ne semble même pas être porté à rendre compte au Conseil présidentiel, puisque une fois que le Conseil présidentiel l'a nommé, une fois qu'il a été installé, il a fait comprendre au Conseil présidentiel que lui, il ne veut pas négocier les ministères régaliens. C'est déjà un accro. On entend par ministère régalien, c'est-à-dire les ministères qui sont responsables de la souveraineté de l'État. On entend ministère de la Justice, on entend peut-être ministère de la Défense, on entend, n'est-ce pas, ministère des Finances, etc. Or, même un président qui est élu, quand il doit former son gouvernement, le fait, si vous voulez, en dialogue, il le fait en communication, il le fait en concertation avec les autres membres du pouvoir, entendons dans le cas du président, n'est-ce pas, avec les représentants du pouvoir législatif. Or voilà Gary Coney qui n'est même pas élu, un Gary Coney, n'est-ce pas, qui a été voté par le Conseil présidentiel. Il dit au Conseil présidentiel, moi, je veux pouvoir nommer moi-même les titulaires des ministères régaliens. Savez-vous pourquoi? Vous ne le saviez peut-être pas, je vais vous le dire. Savez-vous qu'une fois que le Premier ministre est nommé, personne ne peut le congédier? L'accord que les parties prenantes du Conseil présidentiel ont négocié avait prévu, si vous voulez, un mécanisme de congédiement du Premier ministre. Mais l'international s'est opposé à cela. L'international a dit, écoutez, pour s'assurer qu'il y ait de la stabilité pendant les 2 prochaines années, une fois que vous aurez retenu un Premier ministre, il est inamovible. Imaginez, les amis. Nous étions dans la rue avec raison pour réclamer le congédiement d'Ariel Henry, mais là, une fois que Gary Coney est nommé comme Premier ministre, il n'y a aucun mécanisme prévu de rappel de Gary Coney. Autant dire, il sera comme un roi, un véritable souverain qui ne rendra compte qu'à l'international. Voilà pourquoi il peut dire au Conseil présidentiel, moi, je ne vais pas négocier avec vous les ministères régaliens. Je vais vous donner 2 noms pour chacun de ces ministères régaliens et vous, Conseil présidentiel, devez choisir des 2 noms que je vous donne. Vous ne pouvez pas m'en suggérer un autre, c'est moi qui suggère. Et puisque je vous ai dit que j'étais à l'affût des informations qui sont issues de la cuisine même des tractations, imaginez que Gary Coney a proposé quelqu'un à la tête du ministère des Affaires étrangères qui était ambassadeur pendant 7 ans. Déjà, c'est suspect. On recommande en général qu'un chef de mission ne reste pas plus que 3 ans. Vous allez voir, le Canada, les États-Unis, la France ne vont jamais garder quelqu'un à la même mission au-delà de 3 ou 4 ans. Il faut qu'il y ait une rotation. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ces 3 ou 4 ans, on commence à s'installer à demeure, on commence à imposer une certaine culture, on commence à se prendre pour une espèce de roi ou de souverain, et les pays qui sont fondés sur le principe de la reddition de comptes n'aiment pas cela. Voilà pourquoi un chef de mission ne va pas rester plus que 3 ans. Parfois, il reste 2 ans, 2 ans et demi. Et quand il reste 4 ans, c'est vraiment le maximum. Alors voilà que Coney a suggéré 2 noms à la tête du ministère des Affaires étrangères, dont l'un était ministre à Washington, enfin ambassadeur à Washington pendant plus de 7 ans. Et il y a des rumeurs de malversation qui circulent sur le compte de cet homme-là. Mais pire, vous savez, c'est mon travail. Une fois qu'on m'a dit, voici les 2 noms que Gary Coney suggère, exemple, pour être à la tête du ministère des Affaires étrangères, j'ai été fouillé dans le CV de l'un d'entre eux et j'ai découvert, êtes-vous prêts à l'entendre, que celui que Gary Coney, enfin l'un des 2 que Gary Coney a suggéré, a travaillé lui aussi pour la Clinton Bush Fund for Haiti. Gary Coney, non seulement est fier d'avoir été le chef de bureau de Clinton,
mais il propose comme ministre des Affaires étrangères, c'est-à-dire celui qui va gérer les représentations d'Haïti à l'étranger, celui qui va nommer les ambassadeurs et les consuls, eh bien, il nomme quelqu'un qui lui aussi a travaillé pour la Clinton Bush Fund for Haiti. Donc, des gens qui sont pétris, qui sont formatés, qui sont dressés par l'international pour les intérêts internationaux plutôt que des intérêts d'Haïti. Voilà que Gary Coney recommande justement son ami. Le fait qu'il soit son ami, c'est pas ça un problème. Si la compétence est là, tant mieux. Mais ce qui me rend méfiant, c'est que cet homme-là aussi a travaillé pour la Clinton / Bush Fund for Haiti. En sorte qu'il y a lieu de se demander, est-ce que ce sont des intérêts d'Haïti qui vont être défendus dans ces représentations diplomatiques? Est-ce que ce sont les intérêts d'Haïti qui vont être défendus dans ces missions étrangères? Est-ce que ce sont les intérêts d'Haïti qui vont être défendus dans ces ambassades? Ou bien est-ce plutôt l'intérêt de ces consortiums internationaux à la tête desquels on retrouve les Clinton, les Bush de ce monde? Voilà pourquoi je vous avais dit, quand vous avez un haut fonctionnaire des Nations Unies, un haut fonctionnaire de l'ONU qui est parachuté à la tête d'un pays pauvre, d'un pays en voie de développement, ces gens-là ne travaillent jamais pour l'avancement de ces pays en voie de développement. Ils viennent tout simplement exécuter les mandats ou les dictats des agences internationales. Mais ce qui avait encore de plus honteux dans cette affaire de formation de gouvernement, les amis, c'est qu'on est retombé dans le même pattern du partage du gâteau. On va observer une pause et je vais vous dire comment ça s'est passé ces derniers jours dans la formation du cabinet ministériel de Gary Coney. On s'arrête ici, je vous reviens après la pause, c'est promis. Vous vous demandez où trouver mes livres? Simple, sur mon site, prioritairement, www.jeanfils-aimé.com. Vous avez accès à tout ce que j'ai écrit. Où que vous vous trouviez dans le monde, nous livrons partout où c'est possible. Vous pouvez aussi avoir accès à mes livres par amazon.ca. C'est un excellent cadeau à se faire ou à faire aux autres. Servez-vous-en. Avant la pause, je vous avais promis de vous dire comment ça s'est passé dans les cuisines du Conseil présidentiel s'agissant du choix des membres du cabinet. Voyez-vous, j'ai pris le temps pendant la première partie de l'émission de vous dire, quand on défend pays, quand on veut bien gérer un pays, il y a un aspect technique dans le casting d'un gouvernement. Il y a un aspect scientifique, on regarde les CV, on regarde l'expérience, on tient compte de la réputation, on tient compte de la question de la représentativité régionale, géographique, sectorielle. On s'assure que, exemple pour le ministère de la Culture, qu'il y ait une saine communication, une fluidité entre les opérateurs, les artisans de la culture et ce ministre de la Culture. S'agissant du ministre des Finances, on s'assure que le secteur des affaires se reconnaisse dans ce ministre-là et qu'il voit en ce ministre-là un vis-à-vis avec qui on peut communiquer. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé là. Savez-vous que on a décidé que chaque partie prenante nommerait, lui, 2 ministres. Enfin, 2 candidats pour chaque ministère. Exemple, le parti de Moïse Jean-Charles, Petite Dessalines, a récolté du ministère de la Culture. Donc, c'est à Moïse Jean-Charles de recommander, lui tout seul, 2 noms au sein desquels le Conseil présidentiel choisirait le ministre de la Culture. Mais de quel droit? Exemple, c'est le parti Lavalas qui nomme le ministre, n'est-ce pas, des travaux publics. Mais de quel droit? Exemple, c'est Montana qui nomme le ministre de l'Éducation. Mais de quel droit? Et savez-vous, ils ont même voté, mais c'est terrible, ils ont même voté pour dire qui aurait le droit
quelle partie prenante, partie Lavalas, partie Petite Dessalines, Montana, en tout cas, quelle partie prenante aurait le droit de nommer tel ministre pour tel ministère? Mais bon Dieu, c'est quoi cette affaire de partage de gâteaux? Montana, le ministère de l'Éducation, Petite Dessalines, le ministère de l'Agriculture, Parti Lavalas, le ministère des Travaux publics, tel autre encore. Mais voyons donc, messieurs, voyons donc. Qui habilite Moïse Jean-Charles et lui seul à nommer un ministre à la tête du ministère de l'Agriculture? Qui habilite Lavalas à nommer lui seul un ministre à la tête des Travaux publics? Qui habilite Montana à nommer lui seul un ministre de l'Éducation? On ne parle pas là des compétences, on parle de la mécanique de la chose. Donc vous voyez comment, dans mon livre « Haïti, miroir d'une société en décomposition avancée », j'ai parlé d'un triple hold-up. Et ça a toujours été ainsi dans l'histoire du pays. Ce pays-là subit, depuis le début de son histoire, un triple hold-up. Un hold-up du pouvoir. Il y a un petit groupe qui s'est accaparé du pouvoir politique. Un hold-up des avoirs. Selon vous, pourquoi ils se partagent le gâteau? Mais c'est pour s'assurer que désormais, s'ils étaient devenus pauvres, s'ils n'avaient plus d'argent, n'est-ce pas, dans leur compte bancaire, mais désormais, ce ministre-là qu'ils vont nommer va pouvoir partager avec eux le gâteau et un hold-up du savoir. Hold-up du pouvoir, hold-up des avoirs, hold-up du savoir. Vous notez que c'est entre eux que ces gens-là votent pour savoir qui va nommer un ministre à la tête de l'agriculture, un ministre à la tête du ministère de la Santé, etc. Bon Dieu, mais ce n'est pas ça que vous aviez écrit dans l'accord. Vous notez avec quelle facilité l'Haïtien écrit de bons accords, mais vous notez avec quelle facilité aussi il se détourne et oublie cet accord qu'il a signé. L'accord avait prévu que chaque secteur de la société haïtienne enverrait 2 ou 3 noms pour chaque ministère. Leslie Voltaire l'a dit sur ma chaîne. Edgar Leblanc l'a redit sur notre chaîne ici. Voici comment on va procéder au casting du gouvernement. Chaque secteur de la société haïtienne enverrait 3 noms pour chaque ministère. Chaque partie prenante enverrait 3 noms pour chaque ministère et le conseil présidentiel choisirait de ces 3 noms celui qui semble être la personne idoine pour ce ministère. Mais rapidement, les vieux réflexes de partage de gâteaux ont eu préséance. En sorte que, on a dit à Moïse Jean-Charles, nommez-nous quelqu'un au ministère de la Culture. On a dit à Lavalas, nommez-nous quelqu'un pour le ministère des Travaux publics. On a dit, n'est-ce pas, à Montana, nommez-nous quelqu'un pour le ministère de l'Éducation. Mais c'est quoi cette connerie? Je ne suis pas encore en train de dire que ceux qui sont nommés ou ceux qui auront été nommés ne sont pas compétents. Je ne les connais pas tous. Mais la mécanique de la chose pue. Car on revient au même vieux réflexe du partage du gâteau. Moi, je réclame le ministère de l'Agriculture. Pour quelle raison? Qu'est-ce que Moïse en sait? Qu'est-ce que Moïse Jean-Charles en sait dans l'agriculture? Lavalas nomme Travaux publics. Mais qu'est-ce qu'il en sait? Montana nomme ministre, le ministre de l'Éducation. Mais qu'est-ce que Montana en sait là-dedans? C'est quoi ce hold-up? C'est tellement décourageant. C'est tellement décourageant. Je ne comprends pas cette schizophrénie. Des gens qui sont habiles à écrire de bons rapports, des gens qui sont habiles à rédiger de bonnes constitutions, des gens qui sont habiles, n'est-ce pas, à accoucher de belles règles. Mais ces mêmes gens, quand vient le temps d'appliquer ces règles-là, qu'ils ont pourtant écrites, leur vieux réflexe de partage de gâteaux, leur vieux réflexe mesquin, leur vieux réflexe intéressé,
Vous savez qu'historiquement, les transitions, c'est les moments au cours desquels les politiciens s'enrichissent. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont pas de compte à rendre. Les gens vont en profiter pour avoir un poste de consul. Ils vont en profiter pour placer leurs fils et leurs filles qui n'ont aucune compétence en matière de relations internationales. Ils vont en profiter, si vous voulez, pour être consultant de quoi, je ne sais pas. Il me semble que les parties prenantes voulaient une transition de rupture. Ces parties prenantes ont rédigé un rapport qui faisait la promotion d'une transition de rupture. Or, voilà que de transition de rupture, on n'en aura point, puisque les mêmes vieux réflexes pathologiques, les mêmes vieux réflexes de hold-up qui nous ont précipités là où nous sommes, ces vieux réflexes refont surface. Parce que désormais, c'est un partage de gâteau. Lavalas a son ministère, Petite Dessalines a son ministère, Montana a son ministère. Et ils l'ont fait par tirage au sort. Putain de merde. Ils ont voté. Qui va avoir le ministère de la Culture? De l'Agriculture, ils ont voté. Bon, Moïse Jean-Charles va l'avoir. Qui va avoir tel autre ministère? Ils ont voté, Lavalas va l'avoir. Ah bon, c'est comme ça qu'on construit un pays? On dépaisse le pays, on arrache ce pays en petits morceaux pour soi, non pas pour l'intérêt collectif. Donc, vous avez chassé Ariel, vous étiez dans la rue pendant 2 ou 3 ans. Dans quel but? Dans le but d'avoir votre part de gâteau à vous. Et vous appelez ça transition de rupture. Voyons, les amis. Jean-Bagala est là, pita poil, pi triste. Si déjà on en est au partage de gâteaux, on vote pour savoir qui va nommer tel ministre pour tel ministère, alors que l'accord avait prévu au contraire qu'on enverrait 3 noms sur la base de la compétence, sur la base de la réputation, et parmi ces 3 noms, on choisirait la personne idoine, mais tout ça a pris le bord. Aïe, aïe, aïe. Dans ce pays, quand vous voyez des gens dans la rue réclamer le départ d'un politicien, c'est souvent parce qu'il a faim. Dans ce pays, quand vous voyez quelqu'un dans la rue réclamer le départ, n'est-ce pas, de tel président, de tel premier ministre, c'est souvent parce qu'il est désargenté. Le temps est venu pour lui de regarnir ses comptes bancaires, alors il prend la rue. Pas parce qu'il a une vision nationale, pas parce qu'il a une vision noble des choses, mais parce qu'il veut placer son fils dans un consulat, il veut placer sa fille dans une ambassade. Parce que lui aussi, il veut avoir une maison. Il est tanné d'être locataire, il veut être propriétaire, et la seule façon de devenir propriétaire, c'est d'entrer aussi dans le gouvernement. Plus ça change, plus c'est pareil. Aïe, aïe, aïe. C'est honteux. On ne peut rien faire avec ces politiciens de carrière. Mais on ne peut rien faire. Ils sont incorrigibles. On ne peut même pas les racheter. Ce qui les intéresse, c'est l'argent. Avoir un ministère pour faire de l'argent, avoir un poste ministériel pour faire de l'argent. Et quand vous voyez les gens, n'est-ce pas, écrire un accord, le véritable mobile, c'est d'avoir un ministère pour pouvoir nommer quelqu'un à la tête de ce ministère et exiger que cette personne paye une rançon. Vous pensez que ISO, Barbecue, Vitellum, Chrysler sont les seuls qui réclament des rançons? Mais non. Les gens de l'opposition réclament des rançons aussi. C'est pour ça qu'ils réclament tel ministère. Ils vont nommer telle personne à la tête de ce ministère. Et faites-moi confiance, la personne va devoir déposer chez telle maîtresse 50 000 $ par semaine pour tel politicien qu'il a nommé ministre. Vous savez que c'est comme ça que ça se fait? Je connais quelqu'un qui avait contribué à nommer quelqu'un
à la tête des douanes de Port-au-Prince. Et savez-vous quoi? Chaque samedi, écoutez-moi bien, chaque samedi, cet homme devait passer, apporter 50 000 $. Imaginez, chaque samedi, chez la maîtresse de ce politicien qu'il avait nommé directeur des douanes. Chaque samedi. Donc les pratiques sont restées les mêmes. Moïse Jean-Charles dit, moi, je veux le ministère de l'Agriculture. Selon vous, pourquoi? Parce que Moïse Jean-Charles veut développer de l'agriculture, mon œil. Ce ministre-là, faites-moi confiance, aura une rançon à payer. Il aura un pizzo à donner à Moïse. Les autres parties prenantes qui nomment elles aussi et à elles seules tel ministre vont exiger aussi quelque chose de ce ministre-là. C'est comme ça qu'on construit un pays. Voilà les amis. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Mon but, c'est de projeter la lumière sur tout. Ce qui est beau, je l'applaudis. Ce qui est laid, je le dénonce. Voilà. Ces politiciens qui ont été 3 ans dans la rue à dire on veut une nouvelle gouvernance, on veut ceci, on veut cela. Mais sitôt qu'ils parviennent au timon des affaires, ils ont les mêmes vieux réflexes de partage de gâteaux. Le partage de gâteaux ne se fait jamais au profit de toute la population. C'est toujours au profit d'un petit groupe. Hold up du pouvoir. Hold up de l'avoir. Hold up du savoir. Bonne semaine, les amis. Restons vigilants. Car ce qui se fait là pue déjà. Bonne semaine. Gardons le moral. Car tant que va le moral, tout va. Vive Haïti, malgré tout. Au revoir.